C'est une affaire qui enflamme les États-Unis. Le 4 décembre dernier, Brian Thompson, le directeur général du premier assureur de santé privé du pays, a été abattu en pleine rue à New York. Depuis, le meurtrier présumé, Luigi Mangione, un jeune de 26 ans issu d'une famille plutôt aisée, suscite la fascination de la part d'une partie des Américains, considéré tantôt comme un meurtrier, tantôt comme un justicier. Mais alors, qui est-il? Quelles étaient ses motivations et pourquoi fascine-t-il autant? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, Hugo est en déplacement et je prends donc le relais. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Le 4 décembre dernier, donc, Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, le premier assureur de santé privée des États-Unis, a été abattu en pleine rue à Manhattan, à New York. Les vidéos de surveillance montrent un homme avec une capuche qui agit méthodiquement avec un pistolet muni d'un silencieux avant de s'échapper à vélo. Brian Thompson est décédé de ses blessures quelques dizaines de minutes plus tard. Luigi Mangione, 26 ans, est le principal suspect. Le 9 décembre, après 5 jours de cavale, il a été arrêté dans un McDonald's en Pennsylvanie, à 500 km à l'ouest de New York. Lors de son interpellation, il portait l'arme du crime, un pistolet intraçable imprimé en 3D, ainsi qu'un manifeste dénonçant le système de santé américain. On revient dessus juste après. Depuis le 9 décembre, Luigi Mangione est donc incarcéré en Pennsylvanie. En plus du meurtre, il est accusé de port d'armes sans permis, de contrefaçon, de fausse identité auprès des autorités et de possession d'instruments de crime. Selon son avocat, il compte plaider non coupable des faits qui lui sont reprochés. Mais alors, qui est Luigi Mangione et quelles étaient ses motivations? Luigi Mangione est diplômé d'une université de l'Ivy League. C'est le nom donné aux universités les plus prestigieuses aux États-Unis, dont fait partie par exemple Harvard. Cet ingénieur est issu d'une riche famille d'origine italienne qui s'est enrichie dans le secteur immobilier. Il aurait subi un accident de surf l'an dernier, suivi d'une opération du dos qui n'aurait pas résorbé ses douleurs. Selon ses proches, ses problèmes de dos l'handicapaient dans son quotidien et sa vie intime, et suite à ses problèmes de santé, il se serait isolé. Alors pour le moment, on ne connaît pas encore ses motivations exactes, mais je vous le disais, Luigi Mangione a été retrouvé par la police avec une note qu'il avait écrite. Le chef des enquêteurs de la police de New York a indiqué à la chaîne ABC avoir pu lire ce texte de 3 pages dans lequel le présumé coupable explique être frustré par le système de santé des États-Unis qui, je cite, est le plus coûteux du monde alors que l'espérance de vie d'un Américain est classée au 42e rang mondial. Le suspect condamne les entreprises comme United Healthcare qui, selon lui, continuent à abuser de notre pays pour en tirer d'immenses profits. Alors on va revenir dans un instant sur le système de santé américain et les critiques qui lui sont faites, mais avant ça, comment expliquer que Luigi Mangione fascine autant les Américains et qu'il soit parfois décrit comme un héros? Peu de temps après son arrestation, le hashtag FreeLuigi a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux pour demander sa libération. Des cagnottes ont aussi été créées pour aider le meurtrier présumé à payer sa défense. Et plus largement, des produits dérivés comme des t-shirts et des tasses ont commencé à se vendre sur internet, notamment avec les mots Deny, Defend, Depose, qui veut dire contester, défendre et démettre en français, qui auraient été retrouvés sur les douilles près de la scène du crime. Les douilles, ce sont les étuis qui contiennent la charge de poudre d'une cartouche d'arme à feu. En fait, sur les réseaux sociaux, Luigi Mangione apparaît comme un héros en guerre contre les injustices de la société américaine, un peu comme un Robin des Bois des temps modernes. D'ailleurs, en quelques jours, un compte à son nom sur X est passé de 500 abonnés à plus de 450 000 à l'heure où je tourne ces actus. Parmi les éléments qui permettraient d'expliquer sa glorification malgré le meurtre dont il est accusé, la psychiatre Caroline Dupuis, interrogée par la RTBF, avance le biais de beauté. En effet, Luigi Mangione s'avère être un homme qui réunit plusieurs critères de beauté. Or, d'après la psychiatre, il est plus facile de s'identifier à une personne belle et charismatique et donc d'amoindrir ses actes. Pour la psychiatre, certains Américains associent une dimension symbolique à ce meurtre en voyant dans cet acte l'assassinat d'un symbole et non d'une personne. Il y a en quelque sorte un processus de déshumanisation qui s'opère lié à un sentiment d'injustice. Alors face à ça, la police s'inquiète que Luigi Mangione soit perçu comme un martyr et un exemple à suivre, selon une note interne citée par le New York Times. Pour Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, le recours à la violence pour lutter contre la cupidité des entreprises est inacceptable. En tout cas, au-delà de cet assassinat, la situation actuelle met la lumière et relance le débat sur le système de santé américain. Beaucoup d'Américains critiquent les compagnies d'assurance, leur reprochant de privilégier les profits au détriment de la santé des assurés et de la prise en charge de leurs soins. C'est d'ailleurs le cas de United Healthcare qui assure plus de 50 millions d'Américains et dont le chiffre d'affaires dépasse 370 milliards de dollars en 2023 avec 16 milliards de dollars de bénéfices. Pour vous donner une idée, 370 milliards de dollars, c'est à peu près l'équivalent du PIB de l'Afrique du Sud, donc l'ensemble des richesses produites par ce pays en une année. United Healthcare est notamment pointé du doigt pour refuser à ses clients de manière systématique de rembourser des traitements et des procédures nécessaires. Selon le New York Times, en 2019, l'assureur a enregistré un taux de refus de prise en charge de 27%. À noter qu'aux États-Unis, un quart de la population renonce aux soins médicaux à cause de leur
leur coût, cette part irait jusqu'à 61% des Américains qui ne bénéficient pas d'une mutuelle. En fait, le système de santé est très différent de celui qu'on a en France. Une partie de l'assurance maladie est publique, avec 2 programmes principaux, à savoir le Medicare, qui assure les plus de 65 ans ou les personnes qui souffrent de certaines incapacités, comme les maladies chroniques graves, et puis il y a aussi le Medicaid, qui aide les personnes à faible revenu. Et si on n'appartient pas à l'une de ces 2 catégories, on peut aussi être assuré par son employeur. Aux États-Unis, les employeurs couvrent 65% de la population, mais environ 30 millions de personnes vivant aux États-Unis n'ont pas d'assurance maladie. En tout, environ 40% des Américains ont des dettes de frais de santé qui n'ont pas encore payé, selon une enquête parue en 2022. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas précisément ce que risque Luigi Mangione. Il a contesté il y a quelques jours son transfert devant la justice de l'État de New York. On vous tiendra au courant si on en sait plus. Je vous laisse avec Lisa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le militant écologiste Paul Watson a été libéré ce mardi alors qu'il était en prison au Groenland depuis cet été, dans l'attente d'une possible extradition au Japon. L'association anti-chasse à la baleine Sea Shepherd, dont il est le fondateur, a annoncé sur X, je cite, que Paul est libre. Paul Watson est un militant connu pour sa lutte contre la chasse à la baleine. Il avait été arrêté en juillet dernier au Groenland, un territoire autonome danois, en vertu du mandat d'arrêt international contre lui émis par le Japon. Dans ce mandat, le Japon accuse Paul Watson d'être responsable de dommages et blessures à bord d'un navire baleinier japonais en 2010. Après son arrestation, le Japon avait donc demandé son extradition pour qu'il soit jugé là-bas, mais le gouvernement danois a finalement refusé son extradition ce mardi. Il va donc le libérer dans les prochaines heures. Paul Watson pourra donc rentrer en France où il vit depuis 1 an. Selon l'un de ses avocats, celui-ci pourra, je cite, désormais reprendre son combat pour le respect de la nature. Deuxième actu, 3 jours après le passage dévastateur du cyclone Chido dans le département d'outre-mer de Mayotte, l'État a annoncé la mise en place d'un couvre-feu nocturne de 22h à 4h du matin à partir de ce mardi. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur place, a décrit, je cite, un archipel totalement dévasté. Ce couvre-feu a notamment été mis en place afin d'éviter les pillages alors que le département fait face à un risque de pénurie d'eau potable et de nourriture. Emmanuel Macron a quant à lui indiqué qu'il se rendrait sur place dans les prochains jours et qu'il allait décréter l'état de deuil national. Alors il s'agit d'une période symbolique mise en place par la signature d'un décret pendant laquelle la nation rend hommage aux victimes d'un événement marquant. Autrefois, ça coïncidait avec un arrêt complet des activités du pays, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Généralement, les drapeaux sont mis en berne sur les bâtiments et les édifices publics et un ruban noir est parfois noué au sommet du mât. Ce n'était pas arrivé depuis décembre 2020 lors de la mort de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Il n'a cependant pas précisé la date ni la durée de cette période de deuil. En tout cas, le dernier bilan humain est encore incertain. 21 morts ont officiellement été recensés. Le préfet local a mis en place une mission de recherche des morts. Les autorités redoutent plusieurs centaines de morts et peut-être même quelques milliers. Troisième actu, le nouveau Premier ministre François Bayrou a terminé ses consultations avec les différentes forces politiques ce mardi dans le but de former son gouvernement. Il a également répondu au président des groupes politiques ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Alors il était seul puisque les ministres démissionnaires ne sont pas autorisés à participer. Emmanuel Macron a affirmé s'attendre à des propositions de la part de François Bayrou ce mardi ou ce mercredi sur les noms qui composeront son gouvernement selon BFM TV. À noter que François Bayrou a suscité la polémique ce lundi. En fait, il a choisi de se rendre à Pau, une ville dont il veut rester le maire, plutôt que de se rendre au sein de la cellule de crise consacrée au cyclone à Mayotte et qui est, elle, à Paris. Il a donc suivi cette réunion à distance, ce qui a beaucoup fait réagir. La gauche a aussi dénoncé le coût de son déplacement à Pau en indiquant qu'il s'y était rendu à bord d'un jet présidentiel. Quatrième actu, un accord vers un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas n'a jamais été aussi proche depuis le précédent accord sur une trêve en novembre 2023. C'est ce qu'a annoncé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, ce lundi. Cette trêve de quelques jours qui avait eu lieu il y a un peu plus d'1 an avait permis la libération de 105 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza et celle de 240 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Alors au sujet de cet éventuel accord, une source proche des négociations a indiqué à l'AFP que des responsables israéliens étaient arrivés ce lundi à Doha, donc la capitale du Qatar. Les discussions porteraient donc sur un cessez-le-feu à Gaza et un échange d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas. Plus de 45 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, relayé par l'ONU ce lundi. Cinquième actu, le service de sécurité ukrainien a revendiqué l'assassinat ce mardi du chef des forces nucléaires de l'armée russe, Igor
Kirillov. Il s'agit du plus haut responsable militaire russe à avoir été tué en Russie depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Il aurait été tué dans l'explosion d'une trottinette garée près de l'entrée d'un immeuble résidentiel à Moscou, selon la commission d'enquête russe. Un engin explosif aurait été déposé puis activé à distance. Le comité d'enquête russe a ouvert une enquête pour actes terroristes et de son côté, l'Ukraine a affirmé, je cite, qu'il était un criminel de guerre et une cible tout à fait légitime puisqu'il a donné l'ordre d'utiliser des armes chimiques interdites contre l'armée ukrainienne. Igor Kirillov était en poste depuis avril 2017 et avait été justement sanctionné en octobre par le Royaume-Uni pour le déploiement d'armes chimiques barbares en Ukraine. La Russie a réagi à sa mort. Le vice-président du Conseil de la Fédération, qui est la chambre haute du Parlement russe, a promis, je cite, que les assassins seraient punis sans aucun doute et sans pitié. Et on termine avec cette actu. L'intelligence artificielle ChatGPT peut désormais servir de moteur de recherche en ligne et ce, gratuitement pour ses centaines de milliers d'utilisateurs. L'outil avait été présenté en octobre mais il était jusqu'ici réservé aux abonnés payants. Pour l'utiliser, il suffit désormais d'avoir un compte, qu'il soit gratuit ou non. Il faudra ensuite se rendre sur l'application de ChatGPT et cliquer sur l'icône rechercher en forme de globe. Cette fonctionnalité est toujours en cours de déploiement sur la version web. Cet outil permettra par exemple de poser des questions à ChatGPT sur l'actualité récente ou sur des événements à venir afin de recevoir une réponse rédigée avec des liens vers des sites web. Merci Lisa, et on termine avec la question du jour que vous nous avez posée hier. Pouvez-vous faire un point sur le procès de Mazan? Alors on en a déjà parlé dans les actus du jour. Dans cette affaire du procès des viols de Mazan, Dominique Pellicot est accusé d'avoir drogué son ex-femme, Gisèle Pellicot, pendant près de 10 ans afin que des dizaines d'hommes abusent d'elle sexuellement. Il est donc jugé aux côtés de 50 autres hommes. Le procès s'est ouvert il y a 3 mois et demi et un verdict est attendu pour ce jeudi. Ce lundi, les 51 accusés ont donc pu prendre la parole une dernière fois. C'est à cette occasion que Dominique Pellicot a d'ailleurs demandé pardon et a salué le courage de son ex-femme. 20 ans de prison ont été requis contre Dominique Pellicot et entre 4 et 18 ans pour les 50 co-accusés. On vous tiendra au courant cette semaine sur le verdict. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ces actualités. Je vous retrouve demain. Prenez soin de vous et de vos proches.